s'expriment pas. En particulier, je ne comprends pas pourquoi tout le monde me répond qu'ils font des panneaux photovoltaïques alors qu'il s'agit de... Bonsoir à tous. Notre invité exceptionnel est Jean-Luc Mélenchon, député européen, ancien sénateur, ancien ministre, ancien coprésident du parti de gauche, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon, merci d'être avec nous malgré un emploi du temps chargé. Vous serez tout à l'heure en conférence pour présenter votre livre « L'ère du peuple », ce peuple qui est la clé de la 6e République. Et la 6e République est le thème de notre débat ce soir avec Ryan Assimi et Alain Marie. Alors Jean-Luc Mélenchon, une première question, pourquoi passer à la 6e République? Et est-ce que vous pouvez nous décrire cette 6e République en quelques mots? Alors, le passage à la 6e République se présente de deux manières. La première, c'est l'objet d'une réflexion rationnelle. Cela signifie que la 5e République, à mes yeux, a atteint ses limites. Excusez-moi. A atteint ses limites, c'est-à-dire que inventé, créé, conçu dans la fin des années 50 pour répondre à la crise, la nécessité de la décolonisation, la crise que ça soulevait dans la société française, elle a instauré un régime de type bonapartiste surplombé par la présence du César Charles de Gaulle, surplombant les contradictions de classe et d'intérêt qui empêchaient la société d'avancer puisqu'elle ne se dénouait pas. Cette constitution a été révisée ensuite 22 fois sans que le peuple français tout entier y soit associé davantage que 2 fois. Le reste du temps, c'est le Congrès du Parlement qui a fait les modifications. Je ne dis pas que ce soit des modifications illégitimes, ni qu'elles n'aient pas été faites dans les formes démocratiques prévues par la Constitution, mais ces modifications et cette manière de procéder correspondent à un autre âge de la vie de notre société. La France est nouvelle, elle s'est profondément modifiée. Pour la jeune génération, les traits de cette modification ne sont pas évidents, mais si vous tenez compte du niveau d'alphabétisation, du nombre que nous sommes, du niveau d'instruction de la population française, c'est un autre peuple français que nous avons devant lui, de sa diversité. Il y a d'abord une première exigence qui tient à l'identité républicaine de la France, c'est qu'elle se refonde politiquement, c'est-à-dire que c'est en s'appropriant la somme des devoirs et des droits que les individus se reconnaissent entre eux dans la société, que la France se constitue. Nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas décrits par une couleur de peau, nous ne sommes pas décrits par une religion, ni même par notre langue, ce qui surprend toujours quand je le dis, puisqu'il y a 29 pays qui ont le français comme langue officielle. Nous sommes donc exclusivement décrits par notre contrat politique. C'est pourquoi elle a une place si importante. La 5e République, c'est un régime tel qu'il est aujourd'hui, car d'ailleurs, avec le quinquennat, le renversement du calendrier, tout ça, c'est un objet particulier. C'est un régime de monarchie présidentielle qui donne des pouvoirs absolument inouïs à un personnage qui dispose tout seul, comme vous l'avez vu, du droit de déclencher une guerre en Irak, d'en déclencher une autre en Syrie, sans que le Parlement ne vote, ce qui n'a d'équivalent, je crois, que dans la monarchie du Koweït ou du Qatar, mais dans tous les autres pays, on vote. Donc voilà, c'est un système qui est extrêmement concentré sur la décision solitaire, et qui s'est éloigné du peuple français au point que maintenant, vous le savez, il se bat des records d'abstention à toutes les élections. Mais Monsieur Mélenchon, la question qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi est-ce que votre projet à travers Mouvement pour la 6e République séduirait plus qu'un autre projet concernant le changement des institutions, car il y en a qui ont été proposés ces dernières années par d'autres hommes politiques. Pourquoi le vôtre en particulier pourrait-il répondre à cette attente de ce nouveau peuple français, justement? Mais d'abord, je vous reprends sur un mot, mon propos n'est pas de séduire. Il est de convaincre. Ouais. J'ai lancé la première fois une convention pour la 6e République en 1992. Depuis cette date, d'autres ont repris l'idée, et je m'en réjouis. Et le tout est d'arriver à en convaincre le peuple français, de sorte qu'il se réapproprie sa patrie par cet exercice un peu particulier qui est de faire une constitution. C'est là que se joue l'essentiel de l'affaire. Peut-être que la méthode sera différente aussi, et qu'elle va nous décrire dans des projets politiques différents. Par exemple, certains vont dire un comité d'experts prépare un projet, et puis on le soumet aux 2 assemblées. Bon, ça c'est la formule 5e République, version 1958. D'autres vont dire, ah ben non, c'est une assemblée qui va être élue, c'est déjà bien, spécifiquement pour ça, c'est mon point de vue. Et puis, il y a aussi le point de vue qui tient compte de l'expérience acquise dans les pays d'Amérique latine, qui sont les derniers à avoir fait des grands changements révolutionnaires
de constitution, le peuple tout entier s'implique. C'est pas pareil que la formalité qui consiste à élire quelqu'un et à attendre de savoir quel travail il a fait. Bien. Alors ça veut dire, par exemple, je vais donner un exemple qui moi m'a tellement ému à l'époque, comme le nouveau pouvoir vénézuélien voulait en quelque sorte faire que les habitants du pays se réapproprient leur propre pays. Il y a des tas de gens qui n'étaient même pas inscrits sur les listes électorales, donc on a fait inscrire les gens, puis on a convoqué l'Assemblée constituante, et pour que tout le monde en discute, il y avait des assemblées de quartier, et ils ont été jusqu'à imprimer sur les paquets de pâtes et de riz les articles mis en débat de la Constitution pour que chaque personne à la maison puisse en parler. C'est un exemple un peu extrême, mais en Équateur, les gens venaient par village, par délégation de village devant l'Assemblée constituante, présenter les 3-4 points qui leur paraissaient essentiels. Donc, pour nous, dans le cas où ma version l'emporterait, c'est-à-dire dans quel cas voulez-vous que ce soit? C'est le cas où, étant candidat à une élection présidentielle, j'y serais élu. Bon, alors à ce moment-là, évidemment, la constituante serait convoquée immédiatement. Ça serait le premier acte. J'ai dit en 2012, j'ai dit, je serai le dernier président de la Ve République, si vous m'élisez, je convoquerai la constituante, il y en aura une nouvelle, et après j'irai jeter les clés de l'Élysée dans la Seine. Mais justement, M. Mélenchon, c'est la question du contexte qui nous intéresse aussi. Nous savons que vous êtes féru d'histoire, parce oui. qu'il y a les questions de la Révolution française. Et vous savez comme moi que s'il y a des changements institutionnels dans notre pays, c'est par le biais d'un contexte global particulier, c'est celui de la guerre ou de la révolte. Aujourd'hui, en 2015, est-ce que le contexte actuel permettrait ce changement? Nous ne sommes pas en situation de guerre sur notre territoire, je le précise. Donc, est-ce que c'est dans l'essence même du peuple français de se modifier de manière, on va dire, pacifique, de modifier ces institutions de cette manière? Est-ce que vous... Ça dépend des contextes. Vous avez raison de dire que les changements de constitution en France sont toujours liés soit à des guerres, soit à des révolutions. L'une comme l'autre signifie des mises en impasse du système précédent. Il y a la guerre ou il y a la révolution parce que le système est incapable de faire autre chose que de perdurer contre vents et marées et qu'il se heurte à une difficulté qui provoque soit une guerre, soit une révolution. Bon, on peut essayer de faire les choses pacifiquement, c'est-à-dire de le faire comme en ce moment, nous en avons l'opportunité. Mais de toute façon, tout ça est inéluctable. La Ve République est à bout de souffle, elle ne tiendra pas le coup. Les institutions européennes sont à bout de souffle, tout le système craque et croule de tous les côtés. Notre espoir est qu'on puisse sortir par le haut, sans convulsions. Mais les convulsions ne sont pas à écarter, elles ne sont pas improbables. Au contraire, ce sont elles qui sont les plus probables. C'est pourquoi mon point de vue est un point de vue raisonnable, responsable et démocratique. Parce que moi, je ne crois qu'aux élections comme mode de transformation de la société. Je sais bien qu'il peut y avoir des événements qui interviennent, des grandes révolutions, des grandes grèves générales, etc. Moi, je suis attaché à l'idée que c'est par les élections qu'on fixe la nature du pouvoir. Alors, vous avez raison de dire que jusque-là, ça ne s'est jamais passé comme ça, mais on peut peut-être innover sans attendre les catastrophes qui, de toute façon, sont devant nous. Justement, vous avez dit que la Ve République était à bout de souffle. Dominique Rousseau, qui a écrit dans le site du mouvement de la 6e République, explique que la Ve République peut se réadapter, elle a été de nombreuses fois réformée, on n'est pas obligé de passer dans une 6e République. Oui, on peut dire ça, on peut dire autrement, ben, je dis autrement. C'est-à-dire que bien sûr, on pourrait quoi faire? Réunir les deux assemblées actuelles pour leur demander de transformer la Constitution, on l'a déjà fait. Ce serait dans le cadre de la Ve République et à l'initiative du pouvoir exécutif, pas à l'initiative du pouvoir parlementaire. Mais pourquoi pas? Si on pouvait par ce biais-là convoquer une constituante, ce serait parfait. Pourtant, c'est pas comme ça que ça va se passer, vous le savez comme moi, parce que ce système s'est auto-bloqué aujourd'hui, il est incapable d'initiative. La dernière réforme de la Constitution est une monstruosité à laquelle personne n'a fait attention, parce qu'aucun Français n'a été saisi de l'affaire. Bon, par exemple, l'article 16 de la Constitution a été précisé, comme on a dit. L'article 16, il suspend les libertés publiques, c'est pas rien quand même. Alors on l'a changé. Maintenant, il faudra rendre des comptes au bout de 6 mois. Donc vous apprenez une chose, dans la Constitution française, il y a un cas où quelqu'un peut établir une dictature à sa seule décision et suspendre les libertés publiques pendant 6 mois. Bon, on peut déclencher des guerres. Ah oui, mais on doit rendre des comptes. 3 mois après, une fois qu'elles ont commencé. Vous avez un peu d'expérience de ces choses-là. Entre une guerre qui est à déclarer et une guerre qu'on a menée, la situation a complètement changé une fois qu'elle est commencée. Vous n'allez pas dire, ah ben écoute, on s'est trompé, finalement nos armées repartent.
Hein, ça n'existe pas. Donc vous voyez que les modifications qui ont été faites, qui sont absolument énormes, ont été faites dans l'indifférence la plus générale. Et donc c'est pas la bonne méthode. Si on veut réformer les institutions avec une application populaire qui est nécessaire quand on croit à la démocratie et à la citoyenneté, il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas réformer entre experts, entre savants, entre personnes importantes, ce que l'on croit juste ou injuste. Or, la question qui est posée, justement, vous parliez de convaincre tout à l'heure, et ça amène à la question de votre rapport avec les médias. En effet, vous vous servez en quelque sorte des médias pour faire passer votre fond, vos idées. Seulement les médias, ce qui en ressort dans les médias, c'est seulement les grandes déclarations, et on ne voit jamais vraiment finalement vos idées passer au travers des grands médias. Donc finalement, est-ce que vos paroles s'adressent réellement au public que vous visez, à votre électorat potentiel? Ah, c'est une autre question. C'est celle de la tactique de combat. Elle change suivant les contextes, les périodes, ça vous le devinez, hein. C'est pas la même chose suivant le moment, et puis aussi suivant le moment technique. Moi j'ai commencé ma vie militante à l'époque où on faisait des tracts à la rodéo. Hein. Bon, je suis maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Donc quand vous parlez des médias, vous définissez une entité qui n'existe pas. Parce que cette généralité recouvre des choses absolument différentes. Quel rapport entre le réseau, ma page Facebook, et ses 240 000 followers, et le journal Libération et ses 25 000 lecteurs quotidiens? C'est que si je jette une pierre dans la vitrine de Libération, personne ne s'en rend compte. Si je jette une pierre à Libération en passant par ma page Facebook, tout le monde le saura. Voilà la différence. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour dire que les rapports aux médias font partie d'une stratégie de combat. Sauf pour ceux qui pensent que les médias sont des miroirs de la société. En aucun cas, ce ne sont pas des miroirs de la société. C'est la deuxième peau du système, et c'est une arène. Donc il faut apprendre à combattre d'abord l'arène, dans l'arène. Et donc pulvériser, utiliser, retourner contre les médias leurs méthodes habituelles. À quoi s'intéressent les médias? Pas au fond, vous le savez bien. Prenons un exemple. La forme, ouais. Bien sûr. La forme de ce que vous dites. On peut, moi au début ça m'a rendu enragé de voir ça. Puis après on comprend comment ça marche. Et mes idées je les exprime à travers mes livres, à travers mes conférences, et de cette manière se construit en quelque sorte un réseau de gens convaincus, éduqués, dont le niveau de compréhension politique s'élève. Et vous voyez qu'en dépit de tout le bashing que j'ai eu comme on dit, un bashing pour dire dénigrement permanent, dans lequel je suis plongé depuis 2012, les enquêtes d'opinion, dont les autres disent qu'elles ont de la valeur scientifique, me maintiennent au même niveau. Justement, cela ne se traduit pas dans les urnes. Vous avez été un homme de gouvernement, vous savez comment la politique fonctionne, vous avez opéré un revirement en quittant le PS, et à ce même moment, vous dites aujourd'hui que votre carrière politique est derrière vous. Donc, quelle perspective envisagez-vous pour votre mouvement? Est-ce que cela va prendre un peu la forme de Syriza? Est-ce que c'est cela qui va provoquer le renouveau de cette gauche que vous incarnez en France? Attendez, il y a trois questions en même temps, là, il faut mettre de l'ordre. Recommencer. S'agissant de vos résultats, vous parlez de votre communication. Prenons d'abord un principe de morale républicaine. C'est pas une course de chevaux, notre affaire. C'est la dignité qui a à s'adresser à un peuple pour lui faire des propositions. Si vous n'acceptez pas la démocratie, bon, il faut faire autre chose. Vous vendez des savonnettes ou autre chose. Moi, je ne vends pas des savonnettes. J'essaye de convaincre le peuple français que j'ai des propositions qui correspondent à son intérêt, etc. Puis je m'incline devant la décision. Le plus important en démocratie, c'est pas d'accepter de gagner. C'est aussi d'accepter de perdre. Une élection. Une élection, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de choix, de décision, pas de conviction. Si 51 décident 49, pour autant, ne sont pas réputés avoir tort ou devoir renoncer à leurs idées. Moi, je ne renonce pas à mes idées, et je tâche d'en convaincre les Français. Puis-je le faire plus efficacement? Vos conseils seront les bienvenus. Mais pour l'instant, je m'efforce de faire du mieux que je peux, et j'estime qu'être passé de 3% des intentions de vote à 11% de suffrage réel, et avoir rassemblé 4 millions de voix à la première élection présidentielle à laquelle je participe, c'est pas trop mal, mais je suis d'accord pour dire que des gens beaucoup plus brillants peuvent arriver à faire mieux, comme le président de la République actuellement, qui va certainement perdre le tiers ou la moitié de ses voix, et ainsi de suite. Donc, je dis avec cette petite pointe d'ironie, parce que le dénigrement consiste aussi à reprocher à quelqu'un le fait de ne pas avoir gagné. Comme si la valeur suprême de l'existence en démocratie, c'était de gagner toutes les élections. Mais je pourrais peut-être améliorer les choses en me montrant plus vulgaire, plus populiste, si je participais au concert de la meute, qui veut voir dans chaque musulman un ennemi de la patrie, ou si chaque fois que quelqu'un est un peu bronzé, je le montrais du doigt, peut-être
que mes affaires s'arrangeraient. Mais je ne veux pas des voix des gens qui pensent ça. Je n'en veux pas. Je le confirme à votre radio. Si vous pensez ça, votez pour ceux qui pensent ça. Ils sont là pour ça. Alors vous votez fasciste, vous votez à l'extrême droite, etc. Très bien, je le comprends. Je ne veux pas dire que j'accepte, je le comprends. Mais moi, non. Donc je tiendrai sur ma ligne et je suis persuadé, vous voyez, je suis persuadé que je vais en convaincre les Français. Deuxième chose, quand vous dites ma carrière, moi j'ai jamais fait de carrière. Ça peut vous surprendre. Je ne savais pas que c'est un parcours, du moins. Un parcours, c'est pas pareil. Parce qu'une carrière, c'est le jeune de Sciences Po qui sort et qui se dit maintenant, j'adhère à l'UMP, au PS ou au facho. Lequel va me... Bon, voilà, ça c'est une carrière. C'est quelqu'un qui calcule en fonction du résultat le plus intéressant pour lui. Moi, j'ai rien calculé de semblable. Je me suis engagé, comme disait Napoléon, on s'engage et puis après on voit. Et à mesure que j'avançais, on me confiait des responsabilités parce que j'avais la langue bien pendue, que j'étais instruit, que j'avais pas peur, je sautais sur les tables, j'emmenais des gens, bref. Je faisais le travail et je bossais. Donc, elle n'est pas derrière moi, vous plaisantez. Ou alors, vous m'annoncez quoi, que je vais mourir demain? Non, donc mon engagement politique, il continue, et il continuera jusqu'à mon dernier souffle. Donc j'ai rien derrière moi, sinon le passé, comme tout le monde. Et tout ça me donne une expérience, un savoir-faire, qui me permet aussi de me transformer comme être humain, parce qu'on apprend, et on se transforme soi-même. Et puis on se projette sur l'avenir, c'est cette expérience. Sur les perspectives de votre monde. Voilà. Alors, les perspectives, déjà, j'estime avoir fait quelque chose de pas mal avec mes amis en construisant le Front de gauche, qui a vite atteint ses limites, parce que c'est un cartel de parti, il n'a pas réussi à sortir de ça, il faut qu'il aille plus loin. Sur la base de ce que nous avons fait en France, d'autres mouvements nous ont ou imités ou dépassés. Syriza est à peu près contemporain du Front de gauche. C'est une forme particulière d'organisation, c'est-à-dire 19 organisations se mettent ensemble, fusionnent et forment Syriza. Autrefois, il s'appelait Synapismos. C'était le même modèle que le Front de gauche, des partis additionnels. Ça, c'est une forme. Podemos, c'est une toute autre forme. Ce sont des gens qui quittent le Front de gauche espagnol, qui s'appelle Izquierda Unida, et qui forment une liste aux élections européennes qui, d'un coup, arrive à pratiquement 9 points, Izquierda Unida faisant 10 points. Et à la faveur d'une identification qui s'est faite de beaucoup de gens, notamment de gens jeunes, à Podemos, Podemos a percé. Mais évidemment, Podemos rencontre toutes les difficultés des partis et des organisations politiques. Je vous parle de tout ça en connaissance de cause, je connais personnellement les leaders de tous ces mouvements avec qui j'échange, et on a tous dit la même chose, hein. Le premier qui gagne a raison. Bon, alors le premier qui a gagné, c'est Alexis Tsipras, et de sa victoire, il a fait quelque chose qui, moi, ne me convient pas. Même si je ne confonds pas son pouvoir et celui de la droite, je ne suis pas d'accord avec les politiques de domestication européenne. Espoir déçu, finalement. Pour moi, oui, et puis sans doute pour pas mal de Grecs. Je comprends aussi sa situation. Je ne dis pas qu'il ne pouvait pas faire autrement, car je pense que dans la vie, on peut toujours faire autrement. Mais je le constate, donc il faut ouvrir un chemin. Et bon, on va essayer de... Est-ce que ce chemin est possible en dehors de l'Union européenne? Parce que même dans votre programme de la 6ème République, il y a le mot de souveraineté qui revient souvent. Et peut-être que Tsipras s'est confronté à ce mur de la souveraineté. Est-ce que vous serez sorti de l'Union européenne ou pas, à sa place? D'abord, la souveraineté n'est pas un mur, c'est un point d'appui. C'est tout à fait différent. Après, la France et la Grèce ne se comparent pas dans leur rapport aux autres puissances européennes, dans la mesure où la Grèce représente 2% de l'économie européenne et la France représente 18%. Pour caler les choses, les Allemands 20%. Ça ne durera pas, leur peuple est vieillissant et le chaos sera bientôt au rendez-vous de la société allemande, qui, vous le verrez, se disloquera parce qu'une société vieillissante qui ne trouve de relais que par des gens qu'on fait entrer alors que soi-même on est incapable de les intégrer, ce qui est leur cas, car vous savez que l'Allemagne, au contraire de la France, nous sommes un pays inclusif. Le pacte des Français, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous proposez ça à n'importe quel être humain. Mais quand vous écrivez sur votre parlement des Deutschen Volk, c'est autre chose. Vous définissez une ethnie. Donc l'Allemagne est incapable d'intégrer la nouveauté que représentent les générations de l'immigration. Nous, les Français, nous en sommes capables. Alors quoi? Alors, du coup, la France pourrait négocier face à voilà. Angela Merkel. Nous sommes négociés, bien sûr. On dira capable d'exprimer son point de vue sans qu'il soit réellement possible de lui dire non. Car on ne peut pas dire non à la France. Moi, j'ai une question à vous poser. Attendez, je n'ai pas fini de répondre à celle-ci. Vous me demandez, vous évoquiez l'idée, l'image, c'était il y a une limite, et Tsipras s'est heurté à cette limite, M. Mélenchon, que tout le monde connaît bien, on ne peut pas aller plus loin, peut-être que vous rêvez. Je vous dis non.
il fait 2% de l'économie européenne, et puis à un moment donné, il pouvait agir autrement. Je vous redis, à votre petite radio, ce que j'ai dit dans l'intimité des cercles de militants, si c'était levé, ce qu'il a fait à un moment donné, en disant, bah, écoutez, moi j'ai fait ce que j'ai pu, je ne peux plus continuer avec vous, fichez-moi dehors si vous voulez. Les autres n'auraient pas pu le ficher dehors, vu qu'il n'est pas prévu dans le règlement de l'Europe, dans les lois européennes, d'exclure le traité. Voilà. Deuxièmement, personne ne pouvait leur retirer l'euro. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le banquier central l'a dit depuis que ce n'était pas possible. Et troisièmement, l'ardoise était, à ce moment-là, c'est banqueroute, d'accord? Il partait banqueroute. Banqueroute, le mécanisme assurantiel se mettait en place. C'est le mécanisme européen de stabilité financière, qui a été adopté en février de l'année 2012. J'étais le seul à en parler en meeting, parce qu'à l'époque, le grand débat de notre pays, c'était la viande halal dans les cantines scolaires, grâce au service public déjà qui s'illustrait par sa bêtise. Alors, on peut à ce moment-là parler différemment quand on est au point de puissance où nous sommes. Et ça aurait coûté 40 milliards aux Français et 60 milliards aux Allemands. D'accord? Et donc, si nous, les Français, nous disons, écoutez, ça ne peut plus durer comme ça, parce que ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à notre peuple, pas à notre idéologie. Nous sommes un peuple jeune, et de plus en plus jeune. Nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'équipement. Donc nous avons besoin que la Banque centrale ne se préoccupe pas seulement de la stabilité de l'euro, car d'ailleurs elle ne s'en occupe pas. La preuve, c'est qu'elle a elle-même et délibérément organisé sa dévaluation, comme vous le savez, dans la récente guerre des monnaies. Donc je ne vois pas qui pourrait dire aux Français, non, non, ce que vous dites, ça compte pas. Ben non, ben si ça compte pas, au revoir. Mais personne ne nous dira ça. On arrive à négocier parce qu'on a un exécutif fort. Qui arrive à négocier, pardon, expliquez-moi ça. Au sein de l'Union européenne. Actuellement, on négocie quelque chose? Donnez-moi un exemple. Alors justement, c'est là que je ne comprends pas trop, parce que dans votre C'est moi qui ne vous comprends pas. Vous venez de dire on arrive à négocier parce qu'on a un pouvoir fort. Je vous demande de me dire à quoi on est arrivé et sur quel domaine, et vous me répondez, à côté. Vous dites que François Hollande est un capitaine de pédalo, et de l'autre côté, dans la 6ème République, vous dites que c'est un monarque qui décide de tout, qu'il est surpuissant. Alors, est-ce que c'est un capitaine de pédalo, et est-ce qu'on n'arrive pas à négocier? Mais là, vous parlez des caractéristiques personnelles du personnage. Vous pouvez avoir un capitaine de pédalo qui est installé dans un porte-avions. Ça ne fera pas de lui un capitaine de porte-avions, ça fait de lui un capitaine de pédalo. Capitaine de pédalo, c'est une image polémique qui remonte maintenant quand même à novembre 2011. C'est vous dire si j'ai le sens des formules, puisque quand même nous sommes en 2015, et 4 ans après, les gens continuent à faire des dessins et à blaguer sur ce... Donc j'ai marqué un coup au but, c'est exactement ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire, je lui ai pourri 5 ans de sa vie politique avec une image comme lui m'a pourri d'une autre manière. C'est une lutte. Moi, je ne suis pas un gentil garçon. Je ne m'amuse pas, je ne fais pas une carrière, tout ça n'est pas un jeu pour moi. J'ai honte de voir dans quel état il a mis la gauche dans mon pays, et j'ai honte de l'état dans lequel il a mis mon pays. Alors vous me dites, d'après vous, que grâce à des institutions extrêmement centralisées et à un pouvoir très centralisé, nous négocierions mieux. Je vous demande ce qui a été négocié positivement de cette manière. C'est tout le contraire. Le peuple français a été trahi parce qu'il a voté non et que le président Sarkozy a découpé le texte du traité constitutionnel, l'a jeté en l'air, attendu qu'il retombe dans une cape et collé les morceaux, et ça s'appelle traité de Lisbonne. Donc il est allé voir Mme Merkel, qui savait que les Français avaient dit non, et qui voit un type arriver tout agité, et qui lui dit, vous savez, en fait, ils ont dit oui. Bon. De la même manière, le grand François Hollande, lui aussi, annonce qu'il va, 1, renégocier le traité budgétaire, 2, obtenir un plan de relance. Premièrement, il négocie rien du tout, et le plan de relance, c'est 120 milliards. Vous vous souvenez de ça? Sur les 120 milliards, il y en avait 60 qui étaient déjà dans le budget, et le reste, c'était des emprunts. Le caractère ridicule de cette posture est montré par le fait que le banquier central lui a mis 1000 milliards dans la caisse, sans que personne d'ailleurs n'en voit l'impact, ce qui est un autre sujet, mais pour l'instant, j'en reste à la décision centralisée. Que nous ont donné comme résultat de tels monarques? Le fait qu'ils étaient en situation de nous trahir, de nous faire passer pour des rigolos aux yeux de Mme Merkel, qui elle est conséquente et déterminée. C'est tout ce que ça nous a rapporté. Parce que si on avait eu un Premier ministre qui allait là-bas et était obligé de revenir négocier devant son Parlement le résultat de sa négociation, le résultat aurait été différent. Mme Merkel, elle, quand elle a fini de négocier, elle va avoir le Bundestag. Parce qu'au moins, ils ont des institutions plus démocratiques, puisque depuis que nous les avons vaincus à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place une obligation pour eux d'avoir des institutions démocratiques, de sorte qu'ils ne soient plus jamais dans la main d'un dément, comme ils l'ont été une fois. Monsieur Mélenchon, vous parlez d'Allemagne, de Mme Merkel, de la Grèce.
Mais dans votre livre, Le Harlem Bismarck, que vous avez sorti récemment, vous évoquez un chiffre, 162 milliards. C'est la dette que l'Allemagne doit à la Grèce. Et que M. Tsipras a présenté lors des négociations pour négocier la dette. Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, une certaine contradiction entre ce que vous venez de dire, que la Grèce ne peut pas peser dans les discussions actuellement en Europe, et cette dette de 162 milliards au cumulé historique qui... Ben non, c'est la démonstration de ce que je vous dis. Pourquoi n'ont-ils pas payé? D'abord, au début, quand je disais ça, on me disait « Oh, c'est quand même... faut pas parler de ça. » Ben si, il faut parler de ça. Tsipras en a parlé, et à la fin, à force d'en parler, jusqu'au président de la République d'Allemagne qui a dit « Mais oui, il y a un problème. Nous n'avons jamais payé nos dettes. Les Allemands n'ont jamais payé leurs dettes. » Le gouvernement allemand, les gouvernements allemands. Donc on pouvait imaginer qu'au moins ils se fassent la bonne manière aux Grecs, qui ont fait partie des gens qui ont levé la main pour annuler la dette allemande à la fin de la guerre, alors que l'Allemagne nazie les avait pillés, en faisant payer des frais d'occupation et en embarquant les réserves d'or de la banque centrale grecque. Donc on aurait pu penser que le gouvernement allemand aurait baissé le ton. Mais comme vous le savez, dans toute cette histoire, ce sont des intérêts qui se confondent, ce sont des rapports de force. La Grèce n'a pas eu le rapport de force pour faire plier l'Allemagne. Sur quoi pouvait-elle compter? Sur les Français, puisque le pouvoir était censé être de gauche. Au lieu de quoi, le pouvoir français a abondé dans l'idée qu'il fallait à tout prix signer un mémorandum qui est un acte de pillage de la Grèce et de démembrement de cet État, sous prétexte de pouvoir rester dans l'euro, alors même que la menace n'existait pas. Voilà. Alors quand je parle de l'Allemagne, j'espère que tout le monde comprend que mon expression signifie le gouvernement actuel allemand, et qu'il ne s'agit pas d'essentialiser, c'est-à-dire de croire que cela tient à une essence allemande, que la brutalité qu'on a pu constater à plusieurs reprises dans l'histoire. Il y a deux Allemagnes, comme il y a deux France au moins. Il y a des blancs et des bleus, des rouges et des bleus. Chez nous, en France, c'est comme ça partout. Et puis en Allemagne, il y a toujours eu des roses et des bruns, et c'est souvent les bruns qui gagnent, là-bas. D'accord. Merci, Monsieur Mélenchon. Merci d'avoir accepté cette interview. Bonne conférence pour tout à l'heure. Merci. Merci de votre invitation.